Le cheminement assez synthétique que je vous propose est le suivant. Donc, je vous proposerai de commencer directement par la question de l'histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault, de retracer quelques pistes et éventuellement, ça pourrait faire l'objet de certaines questions après. Donc, on va démarrer par le diagnostic historique de Michel Foucault, qui a donné lieu à beaucoup de polémiques concernant l'histoire de cette folie. Deuxièmement, la question de la pénalité, du droit pénal, du rapport entre la folie, la responsabilité et la possibilité de punir ou non le malade mental, à travers une relecture très synthétique, là encore forcément, de surveiller et punir, en partant d'un cas précis. Alors, je pensais qu'on serait une quarantaine, donc j'avais préparé quelques photocopies, mais ça n'a pas de sens, manifestement. Donc voilà, donc je essaierai de résumer les choses. Et peut-être enfin d'aborder l'obligation de l'aveu. Qu'est-ce que ça veut dire l'aveu aujourd'hui dans une société qui, dans la volonté de savoir, donc ça c'est le troisième axe de Michel Foucault que je voudrais voir. Donc l'histoire de la folie à l'âge classique, surveiller et punir, et également la volonté de savoir, à travers la manière dont Michel Foucault analyse déjà, à mon avis, bien longtemps avant tout le monde, le mode de récit que les êtres humains, les individus, en Occident, font de leur propre vie. Alors d'abord, démarrons par l'histoire de la folie à l'âge classique. Alors dans les grandes lignes, forcément, Foucault part d'un diagnostic qui est le suivant. Au Moyen-Âge, on n'enferme pas les fous. Autrement dit, la figure de la folie au Moyen-Âge est laissée libre cours dans la nature. Et je vous lis un passage, page 53 de l'histoire de la folie. L'expérience classique de la folie naît. Le virage que décrit Foucault, c'est à partir de la peinture de Bosch, La Nef des fous. Des visages torturés, des figures terrifiantes de cauchemars. Donc, l'expérience de la folie naît, là je cite Foucault, la grande menace montée à l'horizon du XVe siècle s'atténue. Les pouvoirs inquiétants qui habitaient la peinture de Bosch ont perdu leur violence. Des formes subsistent, maintenant transparentes et dociles, formant cortège, l'inévitable cortège de la raison. La folie a cessé d'être, aux confins du monde, de l'homme et de la mort, une figure d'eschatologie. Cette nuit s'est dissipée sur laquelle elle avait les yeux fixés, et d'où naissent les formes de l'impossible. L'oubli tombe sur le monde que sillonnait le libre esclavage de la nef. Elle n'ira plus d'un en-deçà du monde à un au-delà, dans son étrange passage. Elle ne sera plus jamais cette fuyante et absolue limite. La voilà amarrée solidement au milieu des choses et des gens, retenue et maintenue, non plus barque, mais hôpital. L'internement fait suite à l'embarquement pour Foucault. Donc là, c'est le commentaire que j'en ferai. Voilà. Donc la Renaissance a libéré la voie de la folie en maîtrisant sa violence. Maîtrisée, la folie maintient à travers les œuvres littéraires toutes les apparences de son autonomie. Foucault dit même règne. Pourtant, elle ne fait que servir de mesure à la raison, de travail de la vérité. La thèse du grand renfermement de Foucault est la suivante. La Renaissance a dépouillé la misère de sa possibilité mystique, un double mouvement qui ôte à la pauvreté son sens absolu et à la charité la valeur qu'elle détient de cette pauvreté nécessaire. Alors il évoque le rôle du calvinisme sur lequel je ne peux pas m'étendre. Moi, je vais simplement citer ce que Foucault appelle la transcendance du délire. Ce qu'il veut dire par là, c'est que avant la période moderne, eh bien, on prêtait au fou une transcendance ou un pouvoir que je pourrais appeler le grand autre. Autrement dit, la folie était perçue et analysée, décrite comme le grand autre de la raison. Cette expérience d'une altérité radicale sur laquelle on n'avait pas prise, sur laquelle le discours de la raison ne pouvait qu'échouer, s'est transformé peu à peu, pas de manière abstraite ou dans le discours des juristes et des philosophes et des psychiatres par exemple, mais très concrètement par les institutions, en possibilité d'avoir une prise sur la folie. Autrement dit, on est passé d'une définition de la folie comme altérité radicale à une définition de la folie comme aliénation. Et ayant défini le fou comme aliéné, autrement dit comme enfermé en lui-même, historiquement, cela a correspondu à la possibilité de l'enfermer vraiment. Et donc la réalité de l'enfermement
n'a été que la concrétisation matérielle, si vous voulez, d'une définition de la folie, d'une approche de la folie culturelle, qui était une approche de la folie comme aliénée en lui-même. Il n'aurait pas été possible d'enfermer, de trouver normal d'enfermer les fous si on n'avait pas déjà appréhendé la folie comme un enfermement en soi. Parce qu'après tout, bien sûr, et avant même que cela arrive, eh bien, on a bien pensé et défini la folie autrement. On l'a définie comme une altérité radicale. Alors, le passage de cette transcendance, peut-être imaginaire, c'est un autre problème, à une définition de la folie comme aliénation, le passage de l'altérité à la folie qu'on enferme, l'altérité qu'on laisse dans la nature, peut-être qu'on délaisse d'ailleurs, c'est le procès que l'humanisme aura à juste titre à faire aussi, à une folie qu'on va enfermer pour guérir, c'est aussi le procès qui traverse, la grande ligne qui traverse l'histoire de la folie à l'âge classique. Je voudrais insister aussi sur le fait que pour Foucault, qui manifeste dans son œuvre et dans ce livre sa grande thèse, à la fois ce que je pourrais appeler un scepticisme face au progrès, une méfiance structuraliste envers toute forme d'idéal, dont celui de liberté d'ailleurs, mais également parfois une forme de sarcasme à travers toutes les promesses d'achèvement de l'histoire, d'où sa méfiance envers toutes les manières de poser ou de postuler ou d'essayer de constituer une philosophie de l'histoire. Eh bien, cet écart, c'est un écart que lui dénonce entre les énoncés et les visibilités. Autrement dit, pour Foucault, la société ne dit pas ce qu'elle fait là où on croit qu'elle le dit. L'historien doit, pour Foucault, aller voir ce qu'il appelle le débarras de l'histoire. Non pas l'histoire visible, ou l'histoire des énoncés explicites, bien servis par les institutions, bien servis par les disciplines que sont la philosophie, la psychologie, bien sûr, la médecine, le droit, mais manifestement caché, paradoxalement, si je peux dire. Autrement dit, le fou est caché, et la manière dont le fou est caché a beaucoup à nous apprendre sur ce qu'on doit en découvrir. Donc l'histoire de la folie à l'âge classique, c'est une histoire qui est bien sûr parfois contestée, à juste titre par les historiens, qui vont considérer que, par exemple, les dates que donne Michel Foucault correspondent plus ou moins à la réalité. Foucault a tendance, par exemple, à survaloriser peut-être, mais je suis là davantage pour en faire l'éloge que la critique, mais peut-être à survaloriser ou la place des fous, ou la création de l'hôpital général en 1656, la manière dont Foucault décrit certains faits, pose question aux historiens. Il n'en reste pas moins que pour Foucault, la folie glisse d'une expérience religieuse, là je cite, qui sanctifie, à une expérience morale qui condamne. Ce n'est pas un hasard si on a fait de la folie une manière de traitement par ce qu'il appelle l'invention d'un lieu de contrainte où la morale sévit par voie administrative. Autrement dit, on n'a pas fait de la folie un trouble à enfermer pour n'importe quelle raison. Pour Foucault, la folie manifeste un trouble par lequel la raison doit se définir. Philosophiquement, ça signifie que la raison a besoin de son autre pour se définir. Moi, je situerais, c'est une hypothèse de travail personnel, je situerais différents types d'altérité. Autrui, votre voisin, là, c'est à la fois un autre et le même que vous. Donc c'est ce que j'appellerais un premier degré d'altérité. Le deuxième degré, c'est la relation entre la violence et la paix, peut-être entre la violence et le langage d'ailleurs. Le troisième degré, c'est la relation entre la folie et la raison. On est à la limite de ce que le langage peut dire, de ce que la pensée peut représenter. Et le degré ultime, à mon sens, c'est la relation entre la vie et la mort. Puisque, à mon sens, on ne peut rien dire, en tant que vivant, de ce qu'est la mort. Mais revenons au troisième degré, celui qui nous intéresse, la relation entre la raison et la folie. La raison se constitue par son autre. Or, toute l'œuvre de Foucault manifeste sous la forme d'un procès structuraliste qui ne dit pas toujours d'où il parle d'ailleurs. Bon. Eh bien, la manière dont la raison s'est constituée en objectivant la folie. Il n'est pas hasardeux pour Foucault que la folie ait été objectivée au même moment où apparaissent les sciences humaines et au même moment où disparaît, et ça va être le deuxième thème que je vais aborder, où disparaît la torture. Alors dans Surveiller et punir, c'est le deuxième thème que je voudrais vous proposer. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault
part d'un constat qui, en histoire du droit, est fondamental, qui est celui de la disparition de la torture précisément. Alors, quand on regarde la manière dont ça s'est passé, et c'est ce que Foucault fait dès le début, on va prendre un exemple précis, la manière dont la question de la folie a évolué dans la pratique pénale. Dans le Code pénal 1810, l'article 64 du Code pénal considérait qu'il était impossible d'engager une procédure pénale dans la mesure où l'individu était considéré comme a priori dément. Non pas irresponsable de ses actes au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais on le dirait en droit aujourd'hui, incapable au fond d'entendre une sanction pénale. Or, cela interdisait toute procédure pénale. Dit autrement, en termes très simples, il était impensable, parce que insensé, de juger un fou. Donc, Code pénal 1810, article 64, il est impossible de juger le fou dans la mesure où la procédure n'a pas de sens. C'est comme si on parlait à un individu avec une autre langue. Ou c'est comme si on parlait avec un discours d'adulte à un enfant. De l'extérieur, on rirait en disant, ou à un animal, on dirait, mais tu fais n'importe quoi, la personne à qui tu parles ne t'entend pas, ne te comprend pas. C'était l'article 64 du Code pénal 1810. Foucault remarque qu'en 1832 apparaît la notion juridique de circonstance atténuante. Tous les philosophes et les juristes, et tous les humanistes, au fond, ont interprété l'apparition de la notion de circonstance atténuante comme un moment important dans ce qu'on pourrait appeler l'humanisation des peines. Or, ce que Foucault remarque, c'est que le processus d'humanisation des peines a très exactement correspondu et accompagné la disparition de la torture. Et c'est la raison pour laquelle les humanistes font et continuent aujourd'hui à considérer que c'est un progrès. Et c'est un progrès. Sauf que pour Michel Foucault, eh bien, on a, au fond, d'une certaine façon, considéré qu'il était immoral, injuste, de punir le corps, mais c'était pour mieux emprisonner l'âme. Autrement dit, on s'est arrogé, au fond, une forme de droit humanitaire d'enfermer la folie et également, ici, d'enfermer la criminalité, afin de rééduquer, avec un processus qui va être plus compliqué à analyser que dans la simple histoire de la folie, puisque Foucault va nommer cela la médicalisation progressive du pouvoir de punir. Autrement dit, nous voilà avec deux institutions, le pouvoir médical d'un côté et le pouvoir judiciaire de l'autre, qui vont, pour les uns, soigner, guérir, et pour les autres, punir. Or, Foucault remarque qu'au milieu, l'individu, et au milieu, le problème, celui de la responsabilité, n'est pas abordé. Autrement dit, et aujourd'hui on pourrait faire le lien avec ce qui se passe avec la dernière réforme du Code pénal, on n'a pas progressé d'un pouce parce que les uns et les autres se renvoient ce qu'on pourrait appeler la patate chaude. Autrement dit, le problème central de la notion de responsabilité reste posé. À partir de quand peut-on considérer qu'un individu est responsable de ses actes ? Est-ce qu'il faut, pour aller vite, considérer qu'on peut enfermer un individu en espérant, en misant, c'est plutôt l'orientation qui a été choisie depuis quelques années, qu'il pourra guérir et être accessible à la sanction pénale en étant en prison ? Ou bien va-t-on considérer à l'inverse qu'il faut d'abord le guérir, le soigner, pour qu'il puisse être un jour accessible à cette même sanction ? Le problème que pose Foucault est celui du pouvoir. Le pouvoir de guérir et le pouvoir de punir en même temps. Avec quelque chose de troublant, c'est que là où on croit libérer pour sauver et pour guérir, manifestement et en même temps, eh bien structurellement en tout cas, pour l'historien structuraliste Foucault, voilà, eh bien les institutions fabriquent en même temps de quoi juger. Foucault remarque très tôt que la question de la folie a été à la fois abordée comme traitement de l'âme et comme traitement des corps. Et c'est ce qu'il va appeler, et c'est la thèse bien connue de Foucault, le panoptique. Alors pour résumer, qu'est-ce que c'est, pour clarifier pour tout le monde, qu'est-ce que c'est que le panoptique ? C'est le fait que le pouvoir ne peut fonctionner que comme un pouvoir de regard, un pouvoir de visibilité sur les corps. Autrement dit, c'est une police des conduites, comme j'évoquais tout à l'heure, sur un mode un peu décalé. Voilà. C'est une police des conduites qui peut fonctionner sans juge, au fond. Ou c'est une surveillance qui peut fonctionner sans surveillant.
L'idéal du panoptique, c'est une structure dans laquelle on ne sait jamais ni quand, ni par qui, ni d'où on est surveillé. Mais on sait qu'on est surveillé. Et ce système peut fonctionner longtemps et presque éternellement, dans la mesure où la question même de la surveillance est a priori légitimée. Et légitimée par quoi? Par ce que Foucault appelle ce couple de médico-judiciaire. Alors, je vais vite, mais on pourra y revenir rapidement, mais on pourra y revenir quand même, pour éviter un contresens qui a souvent, à mon avis, été fait dans les critiques qu'on a pu faire de Foucault. Il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire, mais à mon avis, celle-là n'est pas fondée, parce qu'on dit que Foucault a attaqué le pouvoir médical et le pouvoir judiciaire en reprochant aux uns et aux autres de manquer d'indépendance, par exemple. Or, c'est plus compliqué que ça. Foucault ne dit pas du tout, et à aucun moment, que le pouvoir judiciaire manque d'autonomie, ou que le pouvoir médical n'est pas autonome ou également. Au contraire, pour que cette instance puisse fonctionner, il faut que les uns et les autres puissent garder leur indépendance. Autrement dit, c'est ce que Foucault appelle le pouvoir-savoir ou le savoir-pouvoir. Et il montre, et c'est ça qui intéresse souvent les philosophes, que la manière de constituer une connaissance, la manière de constituer un savoir, est en même temps la manière de constituer un pouvoir. Et que la connaissance sur l'homme est toujours, et s'accompagne toujours, d'une légitimité de jugement sur ses conduites. Parfois même, et c'est pour ça que j'évoquais un détail tout à l'heure, parfois même avec une apparence et une bienveillance de neutralité médicale. Et à mon avis, tous autant que nous sommes, philosophes, juristes, psychologues, médecins ou simplement tout le monde, voilà, chaque citoyen me semble concerné par ce problème, eh bien, Foucault nous demande d'être au fond assez attentifs à la manière dont nous incluons ceux qui sont différents et la manière dont nous excluons, avec le prétexte bienveillant, de guérir, de sauver. Et je terminerai simplement cette évocation, forcément synthétique, j'essaie d'être dans les temps, par le troisième axe qui concerne la volonté de savoir. Je vais démarrer par je vais partir d'un passage que je m'en voudrais de ne pas vous avoir lu, assez court, de Michel Foucault, tiré donc de La volonté de savoir, écrit en 1976. Voilà ce qu'il écrit, et la date est importante. En 1976, essayez de comparer très vite avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur Internet. Et vous allez voir, je trouve ça assez stupéfiant. À côté des rituels de l'épreuve, à côté des cautions données par l'autorité de la tradition, à côté des témoignages, mais aussi à côté des procédés savants d'observation et de démonstration, l'aveu est devenu, en Occident, une des techniques les plus hautement valorisées pour produire le vrai. Nous sommes devenus, depuis lors, une société singulièrement avouante. L'aveu a diffusé loin ses effets dans la justice, dans la médecine, dans la pédagogie, dans les rapports familiaux, dans les relations amoureuses, dans l'ordre le plus quotidien, dans les rites les plus solennels. On avoue ses crimes, on avoue ses péchés, on avoue ses pensées et ses désirs, on avoue son passé et ses rêves, on avoue son enfance, on avoue ses maladies et ses misères. On s'emploie avec la plus grande exactitude à dire ce qu'il y a de plus difficile à dire. On avoue en public et en privé, à ses parents, à ses éducateurs, à son médecin, à ceux qu'on aime. Et on se fait à soi-même, dans le plaisir et la peine, des aveux impossibles à tout autre, et dont on fait des livres, pour ajouter aujourd'hui dont on fait des blogs, dont on fait des... Voilà. On avoue, ou on est forcé d'avouer. Quand il n'est pas spontané ou imposé par quelque impératif intérieur, l'aveu est extorqué. On le débusque dans l'âme ou on l'arrache au corps. Depuis le Moyen Âge, la torture l'accompagne comme une ombre. On le soutient quand il se dérobe. Noir jumeau, comme la tendresse la plus désarmée, les plus sanglants des pouvoirs ont besoin de confession. L'homme, en Occident, est devenu une bête d'aveu. Foucault montre quoi? Et ce serait le commentaire rapide que j'en ferai, c'est qu'aujourd'hui, les gens, les individus, donc c'est-à-dire tout le monde en fait, dans une société libre, eh bien, raconte ce qu'il aurait fallu extorquer sous la torture au Moyen-Âge. Et le raconte d'autant plus librement
qui le racontent sous la forme d'un récit sur leur vie. Alors le prolongement, l'hypothèse personnelle que je ferai, c'est que le récit que l'on fait de sa propre vie n'est pas extérieur à la vie elle-même, en fait. C'est devenu la vie, le récit sur sa vie. Comme si le fait de raconter ce que l'on vit augmentait en intensité l'existence, pour employer un vocabulaire un peu deleuzien, bon, mais tout simplement, pour être plus sartrien, voilà, faisait exister le sujet qu'il énonce. C'est ce qui fait que le récit sur sa propre existence a ceci de problématique qu'on a à ce point intériorisé l'obligation de l'aveu qu'il est devenu synonyme de vérité. Dire ce que l'on est, dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on aime ou pas d'ailleurs, voire à des inconnus, deviendrait synonyme d'authenticité, par exemple. Avec les deux conséquences que je trouve problématiques, c'est que la société a valorisé à ce point la transparence, que la transparence comme telle est devenue quasiment un idéal politique. Il me paraît que la transparence est un idéal totalitaire, c'est-à-dire un idéal dans lequel, dans une société démocratique, eh bien, on a le procédé inverse de ce qui se passe dans une dictature. Dans une dictature, il est impossible de parler, donc le défi et le combat, c'est d'exprimer. Dans une démocratie, je me demande, mais c'est une hypothèse là encore qui est discutable, hein, voilà, c'est simplement une réflexion, je me demande si dans une démocratie, le vrai défi ou la vraie liberté, ce n'est pas devenu aujourd'hui le secret. Au contraire, la possibilité de se taire, en tout cas de ne pas tout dire sur soi et de soi-même. Et l'autre piste qui me paraît importante, c'est la manière dont Michel Foucault analyse le pouvoir sur les corps. C'est-à-dire la manière dont, et c'était en filigrane depuis le début de cet exposé assez court, la manière dont Michel Foucault établit la relation entre la norme et le corps. Qu'est-ce qui est normal ou non, par exemple? La norme est devenue aujourd'hui un impératif quasi hygiéniste de morale sociale. Il faudrait être beau, jeune et en bonne santé. Alors personne ne le dit comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la manière dont c'est dit, mais justement un petit peu, très modestement, dans la lignée de Foucault, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui n'est pas dit, mais c'est ce qui est fait, quoi. Qu'est-ce qui est montré dans la publicité? Qu'est-ce qui est valorisé dans les concours qu'est-ce qui est valorisé également dans les entretiens d'embauche, si ce n'est la santé, la jeunesse, la beauté. Or, ce que j'appelle assez directement dans le cours exposé tout à l'heure, de manière un peu provocatrice, cet eugénisme social, est d'autant plus radical qu'il s'accompagne en même temps d'un discours explicitement humaniste, quoi. Or, je ne suis pas certain que le mot tolérance soit un mot si beau que ça, en fait. Je ne suis pas du tout certain de ça. Je crois même qu'il était très problématique. En tout cas, Foucault nous donne à penser et à voir ce que l'on avait caché et pas vu avant, et il permet de s'interroger sur ce mécanisme de normalisation des conduites, à travers lesquelles, parfois, avec des bonnes intentions, et moi le premier, évidemment, on peut être tenté de vouloir comprendre ce qui n'est pas soi. C'est une gigantesque réflexion sur l'altérité à laquelle nous invite Michel Foucault. Et son œuvre aussi interroge directement la philosophie comme institution de la raison, comme discours, comme combat pour la raison, parce que parfois les ennemis de la raison sont précisément en elle. Je vous remercie.